Alors, je vais faire un cours de réseau, introduction au réseau, vraiment pour démystifier tout ça, pour ceux qui n'ont jamais vu le réseau tout simplement, et qui, comme tout le monde en fait, savent uniquement que on envoie de l'information à une adresse IP de destination, et on sait absolument pas comment les paquets réseau arriver à destination, et que tout se passe bien en fait. Donc je vais expliquer tout ça, en gros, sans essayer de rentrer trop dans les détails. En fait, on va repartir de la base. La communication réseau, c'est quoi? C'est passer une information, en fait, d'un ordinateur à un autre. Par exemple, ordinateur A à un ordinateur B. On va le faire généralement grâce à un câble, par exemple. Euh, et là, dans ce cas-là, c'est le câble Ethernet. Et en fait, ce câble-là, va y avoir de l'électricité qui passe dedans. Et en fait, au moyen de ce câble-là, A va envoyer de l'information à B. En fait, la pièce de hardware qui sert à ça, c'est une carte réseau qui possède une adresse MAC. La carte réseau, c'est vraiment le composant informatique en fait qui va permettre justement l'envoi d'informations à travers un câble destiné à un réseau, en particulier à une machine. En fait, ces paquets-là sont composés, on peut voir ça comme une lettre, où il y a adresse MAC de source, adresse MAC de destination, un peu comme sur une lettre, comme ça, hop, et un contenu, un message contenu. Par exemple, sur une lettre, c'est bonjour, machin, clac, 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 cordialement, tac. Et bien là, ça va être exactement pareil. Il y a une adresse source, donc l'adresse MAC de la carte réseau qui émet, et une adresse de destination. Par exemple, B peut avoir sa petite carte réseau avec son adresse MAC. Et bien la destination, ce sera l'adresse MAC de la carte réseau de la machine B qui sera indiquée. En fait, la communication réseau, ça se passe uniquement comme ça. Les cartes réseau savent uniquement communiquer avec un message qui a un contenu, une adresse source et une adresse de destination qui sont des adresses MAC. On va voir que là, effectivement, on est tranquille en connaissant l'adresse MAC de B, connaissant l'adresse MAC de A. A peut communiquer avec B, vice-versa. Ils sont contents, la communication peut être établie. Mais dans la réalité des choses, on sait très bien que pour qu'un réseau soit intéressant, on va faire communiquer plusieurs machines entre elles. Donc ce qui va se passer, c'est que rapidement, pour des questions de flexibilité, en fait, on va en fait créer les adresses IP. C'est donc un adressage logique propre au réseau. Contrairement aux adresses MAC qui, elles, sont des adresses qui sont propres au matériel, à la carte réseau, et bien là, on a une adresse IP qui, elle, est propre au réseau. C'est le réseau qui va choisir d'assigner une adresse IP à chacune des machines. Ça permet de la flexibilité parce que, par exemple, si vous avez une machine qu'on appelle un commutateur, switch en anglais, qui est fait justement pour brancher, donc il y a plusieurs ports à cette machine, hop, voilà, et cette machine est justement faite pour communiquer, pour connecter plusieurs ordinateurs entre eux. Par exemple, l'ordinateur C, l'ordinateur B et l'ordinateur A. Là, on voit directement que c'est un peu plus intéressant. Au lieu de faire communiquer deux machines entre elles, on en fait communiquer trois. A peut choisir de communiquer avec B, B avec C, A avec C, etc. Et bien là, si par exemple, admettons vous êtes chez vous, vous avez un téléphone, vous avez un ordinateur, et vous vivez avec votre conjoint qui aussi a un ordinateur, ça fait trois machines. Eh bien, vous pouvez communiquer entre vous, ces trois machines peuvent communiquer entre elles, mais si par exemple vous avez envie de déconnecter votre téléphone pour le mettre sur un autre réseau, par exemple en 4G, ben, dans ces cas-là, le téléphone va être déconnecté du réseau. Et en fait, son adresse MAC ne va pas être utilisée pour le réseau, on va se concentrer uniquement sur des adresses IP qui vont être choisies par le réseau. Si votre téléphone, ou par exemple votre ordinateur, vous prenez votre ordinateur, par exemple, qui est la machine B, le déconnectez et vous allez vous connecter sur un autre réseau, ailleurs. Et bien dans ces cas-là, l'adresse IP qui lui a été assignée sur ce réseau, et bien quand il va se connecter sur un autre réseau, ça sera une toute autre adresse IP, choisie encore une fois par le réseau. Donc il y a beaucoup plus de flexibilité, et puis ça nous permet de raisonner uniquement avec ces adresses IP qui sont attribuées, qui ont une logique de structure réseau, et pas uniquement de la carte réseau du matériel. Donc effectivement, les cartes réseau ont besoin d'adresses MAC pour pouvoir communiquer entre elles,
Mais en réalité, ce qu'on va faire, c'est que les paquets vont être en fait adressés avec les adresses IP. Ça sera aux cartes réseau de déterminer l'adresse MAC de la carte réseau avec laquelle ils veulent communiquer. Donc de la carte réseau qui sera associée avec l'IP. Donc comme ça nous permettra de raisonner avec le même type de message ici, sauf que l'adresse source et l'adresse de destination, ça sera des adresses IP. Donc il y a un protocole qui s'appelle le protocole ARP, qui en fait va permettre aux machines, par exemple la machine A, en connaissant l'IP de la machine B, pouvoir dire à sa carte réseau, ok, je veux envoyer un message à la machine B, débrouille-toi, son adresse IP c'est. Et dans ces cas-là, la carte réseau va faire en sorte, à travers le protocole ARP, de trouver l'adresse MAC de B. Et ensuite, une fois qu'elle l'aura, elle pourra envoyer son message tranquillement. Avant de présenter comment fonctionne le protocole ARP, et rassurez-vous, c'est vraiment simple. Tous les protocoles, en fait, réseau comme ça, sont relativement simples et intuitifs à comprendre. Avant de présenter ça, en fait, je vais juste présenter ce que c'est que différents modes en fait d'émission sur un réseau. Il y a le mode broadcast, comme ça. Il y a le mode unicast. Il y a aussi le mode multicast, mais je ne vais pas le présenter pour l'instant parce que c'est pas intéressant pour mes explications. On va rester le plus simple possible dans cette introduction. Le mode broadcast, en fait, ça permet, en fait, c'est un mode qui permet de donner l'instruction de je veux parler à tout le monde. Toutes les machines auxquelles je suis connecté sur le réseau, je veux leur envoyer le paquet en fait que je souhaite. Donc la trame Ethernet ici. Je veux lui envoyer à tous. Unicast, et je veux envoyer à une machine en particulier. Donc généralement, ce qui va se passer, c'est qu'en unicast, on va donner l'adresse MAC de, par exemple, la machine B. Donc on va donner MAC de B. Hop, de B, hop. Et puis ça voudra dire que A, en unicast, va vouloir parler à B. A va donner, hop, au commutateur, je veux parler à l'adresse MAC de B. Le commutateur saura que B, il est sur ce port-là, pouf, ça va lui envoyer ici. C n'aura pas l'information. En broadcast, c'est au contraire, c'est à tout le monde. Donc en fait, je vais vous montrer juste à quoi ressemble vite fait une adresse MAC, ça ressemble à ça. Donc là, c'est du code hexadécimal, et en fait, c'est sous cette forme-là. Les adresses MAC, donc, ont une forme assez bizarre. Est-ce que je peux avoir un petit exemple? Voilà, par exemple, là, il y a des adresses MAC. Adresse physique, c'est l'adresse donc du matériel, effectivement. Et là, adresse internet, c'est l'adresse IP. D'ailleurs, ça, c'est une table ARP. Donc voilà à quoi ressemble en fait une adresse MAC. L'adresse MAC de broadcast, ça va être FFFFF. Donc par exemple ici, hop, si je reprends ça, c'est que des F. Ici, bah voilà, elle est là, l'adresse de broadcast. FFFFFFF. Donc en fait, la carte réseau là, que j'ai là, hop, je vais dézoomer ici, elle peut communiquer, j'ai dit, avec une adresse MAC source, la sienne, et une adresse MAC de destination, bah la carte réseau qu'elle souhaite contacter. En broadcast, pour dire en fait au commutateur je veux l'envoyer à tout le monde, et bah l'adresse de destination MAC qu'avait indiqué c'est FFFFFFFF. Donc en fait, là, le paquet qu'envoie la carte réseau, ça va être du FFFFF, ça va le diffuser à tout le monde qui est sur le réseau. Voilà. Et si c'est en unicast, non. Du coup, le switch dit bon, ok, c'est une adresse MAC précisément, c'est pas juste FFF, etc. Là, celle de broadcast. Donc, je vais pouvoir l'envoyer à la machine qui est connectée, qui correspond à cette adresse MAC. Bon, pour savoir, pour expliquer déjà comment le commutateur sait sur quel port il y a quelle adresse MAC, en réalité, je vais pas l'expliquer là, mais c'est aussi également très simple, hein. C'est quand on se connecte en fait au commutateur avec notre adresse, quand on envoie un paquet, elle sait exactement forcément que si le paquet vient de là et que la source a une adresse MAC, et bien ça veut dire que l'adresse MAC connectée, elle vient de là, tout simplement. Donc, au niveau de l'ARP, ce qui va se passer, c'est quoi? Ce protocole, c'est uniquement justement parce qu'on refuse maintenant de travailler avec des adresses MAC, on veut uniquement travailler avec des adresses IP pour se concentrer sur l'architecture logique du réseau et donc l'adressage logique qui est l'adresse IP.
retenez bien, ARP, c'est uniquement le protocole qui permet partir en fait d'une adresse IP, dire bon ok quelle est l'adresse MAC, parce qu'au final c'est l'adresse MAC dont a besoin la carte réseau pour pouvoir envoyer son paquet, ses paquets. Donc en fait le protocole ARP c'est très simple. La machine A par exemple ne connaît absolument pas l'adresse MAC de la machine B, elle connaît que son adresse IP. D'ailleurs elle sait même pas que c'est la machine B, on lui a dit parle à cette adresse IP là. Bon ok. Donc ce que va faire en fait la machine A, c'est que la carte réseau de la machine A va envoyer en fait une trame Ethernet en fait avec l'adresse de broadcast. Et en fait le contenu du message ça sera s'il vous plaît, j'ai besoin de communiquer avec la machine qui a cette adresse IP, donc l'adresse IP qu'on lui a fournie. Est-ce que cette machine peut me répondre en fait en disant oui c'est moi. Et en fait, quand elle répond, comme on n'oublie pas les informations que s'échangent des cartes réseau, c'est avec une adresse MAC de destination et de source, et bah quand la machine B va répondre, parce que là, la machine A elle envoie un broadcast, donc le switch il va l'envoyer à tout le monde. La machine C, bon, elle va se dire non, c'est clairement pas mon adresse IP, donc je vais pas répondre. La machine B, elle, va dire ok, ça c'est mon adresse IP, je la reconnais, je vais renvoyer un message à A. Je connais l'adresse MAC de A puisque A vient de m'envoyer le paquet. Et en fait, j'ai vu que là en adresse source, en adresse MAC source, et ben c'était celle de A. Bon bah je renvoie en fait à l'adresse MAC source le paquet en disant oui, voilà, c'est moi qui ai cette adresse IP. Donc A va recevoir le paquet de B. Et en fait, elle aura juste à voir en fait quelle adresse MAC est à la source de ce paquet, parce que ça sera tout simplement contenu dans le message en fait, hein. Parce que rappelons-le, dans le message, il y a adresse de source, destination, plus contenu du message. Et dans ces cas-là, bah, elle verra de qui provient le paquet, donc elle aura l'adresse MAC. Voilà. Donc elle aura l'adresse MAC correspondant à l'adresse IP. Et elle va le stocker, elle, en information dans la machine, dans une table qui s'appelle la table ARP, parce que ça correspond au protocole ARP. Donc ça ressemble à ça, vous pouvez l'afficher avec cette commande. En fait, vous avez une association adresse IP, adresse MAC. Donc là, par exemple, à un moment donné, par exemple, il y a eu forcément à la première connexion, l'ordinateur, cet ordinateur, qui ne connaissait absolument pas l'adresse MAC correspond à cette adresse IP, mais on lui a dit communique avec cette adresse IP en 1.30, et donc il a envoyé un broadcast au réseau, et puis c'est cette adresse IP 1.30 qui a dit ah je reconnais mon adresse IP, je te dis oui c'est moi, et en adresse source du message qui dit oui c'est moi, il y avait cette adresse MAC. Donc en fait l'ordinateur a stocké cette adresse MAC associée à cette adresse IP, et il le retient. Tout simplement. Donc la prochaine fois qu'il voudra contacter cette IP-là, en 1.30, il n'aura même pas besoin d'utiliser le protocole ARP pour connaître l'adresse MAC, il pourra directement l'envoyer à cette adresse MAC, puisqu'il aura stocké en mémoire, il saura que cette IP en 1.30, ça correspond à cette adresse MAC. Voilà, tout simplement. Donc c'est assez simple à comprendre. En grande ligne, c'est j'ai l'adresse IP, je connais pas l'adresse MAC, je demande à tout le monde qui est sur le réseau à qui est cette adresse IP, la personne concernée dit cette adresse IP est à moi. Et donc A dit ah ok donc c'est à toi, je te note, ok, ton adresse MAC c'est ça, je note bien que c'est effectivement à toi que correspond, qu'appartient cette adresse IP. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc ça c'est pour le commutateur et plusieurs machines qui communiquent sur le même réseau. Elles vont communiquer avec une adresse IP. Maintenant, on a vu comment on sait quelle est l'adresse IP de chacune des machines sur le réseau. Mais on a toujours un problème qu'on n'a pas soulevé et qui est quand même relativement important, c'est qui décide de l'adresse IP. J'ai dit, le réseau décide d'attribuer une adresse IP à une machine. Mais comment c'est fait? C'est fait avec un autre protocole, ok, DHCP, il s'appelle, comme ça. Il n'y en a pas beaucoup des protocoles, hein. Là je vous fais peur en citant deux, mais en fait il y en a pas beaucoup. Et déjà pour l'adresse IP, vous pouvez retenir, il y a ARP et DHCP. ARP permet aux machines de savoir à qui est telle ou telle adresse IP, en fait, à quelle adresse MAC ça correspond. Et DHCP permet d'attribuer en fait les adresses IP. Ça va être très simple, ça va être un serveur, là, un serveur DHCP, où son boulot, c'est justement d'attribuer les adresses IP. Donc lui, il a une liste en fait de toutes les adresses IP qui ont déjà été attribuées et toutes les adresses IP qui sont libres, qu'on n'a pas encore attribuées.
Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va noter quelle adresse IP il a déjà attribué. Et quand une nouvelle machine, par exemple là je connecte, hop, à un nouveau port, une machine D, qui n'a absolument pas d'adresse IP, puisque bah, elle vient de se connecter, elle est toute nouvelle sur le réseau, ce qu'elle va faire, c'est que comme elle est nouvelle, elle va demander une adresse IP. Donc elle va dire, je suis toute nouvelle, comme machine, je veux une adresse IP. Donc elle va demander, et elle va faire ça en broadcast. En broadcast, n'oubliez pas ce que c'est-à-dire qu'elle va diffuser cette demande à tout le monde sur le réseau. Elle va dire à tout le monde, je n'ai pas d'adresse IP, est-ce que vous pouvez m'en attribuer une? Elle va le faire avec le protocole DHCP. Et là, tout le monde est libre de répondre. Ouais, je peux te proposer cette adresse IP. En réalité, celui qui va proposer, du coup, c'est le service DHCP. C'est ce serveur-là qui va proposer. Et en fait, il va, en fonction des adresses IP qui sont libres, lui en attribuer une. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui renvoyer un message, précisément à la machine elle seule. Il va lui dire, bon, voilà, euh, moi je te propose de t'attribuer cette adresse IP-là. La machine, évidemment, normalement, accepte, en fait. Elle va accepter, et elle va renvoyer sur le réseau, en broadcast aussi, il me semble. Oui, c'est bon, j'ai une adresse IP, j'ai choisi celle-ci parmi celles que vous m'avez proposées. Et donc le DHCP, avec la réponse, dit OK, c'est bon, la machine a bien accepté de prendre celle-ci comme adresse IP, hop, je la stocke. Maintenant, c'est une adresse IP qui est prise. Voilà. Donc c'est assez simple, c'est très intuitif, hein. C'est-à-dire que si je vous avais demandé, vous qui ne connaissez pas trop le réseau, comment créer un protocole qui attribue les adresses IP, en fait, il y a des grandes chances que vous l'auriez imaginé exactement comme ça. Un protocole, ça n'a pas à être compliqué. Le protocole ARP est assez simple et intuitif, et DHCP, c'est encore plus facile à comprendre. Donc voilà, pour ce qui est d'attribuer des adresses IP, et voilà pour ce qui est de faire le pont entre adresse IP et adresse MAC avec le protocole ARP, où en fait, ok, les cartes réseau ne savent discuter en fait et communiquer qu'avec des adresses MAC, mais le protocole ARP permet, en filant des adresses IP de source et de destination à la carte réseau, qu'elle se débrouille elle-même en fait en communiquant avec les autres adresses grâce à du broadcast, de déterminer en fait, bah, voilà, cette adresse IP correspond à telle adresse MAC, hop, je peux communiquer. Donc en fait, le protocole ARP et DHCP vont s'effectuer comme ça en permanence et ça devient, c'est automatique et maintenant, à partir de maintenant, on n'a plus besoin de s'occuper de l'adresse MAC. Maintenant, on va raisonner uniquement en adresse IP. Donc, par exemple, si j'efface tout ça, hop là, hop, et que je connecte un routeur, pas un routeur, pardon, un switch, donc commutateur avec plein de PC, un autre par exemple commutateur, pouf, pouf, avec d'autres PC, et là c'est que des PC, pop, pop, ça fait un réseau complexe, hein. Je peux même en mettre un autre, tac, 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 avec plein de PC, et ben ils auront tous, par exemple là, admettons, il y a un serveur DHCP, généralement le service DHCP tourne sur le commutateur, c'est plus simple, sur le routeur, ou enfin ça dépend de votre structure réseau, mais en fait, ce qui peut être fait, c'est effectivement que il y ait un serveur DHCP, voilà, qui attribue une IP à tout le monde sur le réseau. Et après, nous, on raisonne pour communiquer, hop, 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 comme ça, par exemple, de machine en machine, uniquement avec les adresses IP. Et on n'a pas besoin de s'occuper des adresses MAC, etc. Ou encore des impulsions électriques et de pouvoir les traduire en messages. C'est la carte réseau qui s'occupe de ça, ok, avec ses protocoles à elle. Donc on a ce qu'on retrouve ici, qui est en fait, ça s'appelle le modèle OSI. C'est un des modèles qui existe pour pouvoir décrire comment le réseau fonctionne. Et là, on voit bien qu'il y a une couche matérielle. Et puis après, on va monter en couche en complexité grâce à de l'encapsulation. Je vais expliquer juste après tout ce que c'est que l'encapsulation. Mais en fait, là, ce qu'il faut retenir, c'est que tout en bas, on a les bits, on a les impulsions électriques, tac, 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 avec du signal analogique qui est envoyé et qui est converti en numérique pour que la carte réseau puisse l'interpréter. Et puis après, bon, bah, en l'interprétant, elle le traduit en quelque chose qui veut dire, qui signifie quelque chose pour le reste de l'ordinateur, donc le reste des logiciels, etc. Donc il y a cette couche-là, il y a la couche d'adresse MAC, donc en fait où c'est les cartes réseau qui vont communiquer avec des trames
Ethernet. Trame Ethernet, donc elle a, comme j'ai dit, le contenu du message, la source qui est l'adresse MAC source et l'adresse MAC de destination. Et ensuite, là, il y a l'adressage logique avec les adresses IP, où là, en fait, c'est les paquets qui sont composés de trames. Donc il y a vraiment une encapsulation, où en fait, les adresses sources et de destination, ce sont des adresses IP, on raisonne que avec l'architecture réseau qui, en fait, n'a plus grand-chose à voir avec les contraintes matérielles de la carte réseau, c'est-à-dire l'adresse MAC qui correspond vraiment au hardware. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de là, quand on monte d'une couche, on raisonne sur les couches hautes. Donc on s'est affranchi du matériel et on va s'intéresser uniquement à d'une adresse IP à une autre, envoyer des messages. Et en fait, c'est toutes les couches inférieures qui, d'un point de vue technique, vont en fait s'occuper de, bon, quel ordinateur va émettre et va faire le relais pour pouvoir faire communiquer dans les câbles l'information jusqu'à la source. On a une adresse IP par exemple, la vôtre. Vous voulez communiquer avec, je sais pas, une adresse IP qui se situe d'un serveur qui se situe au Brésil. Et ben c'est ces couches-là matérielles qui vont s'occuper de faire tout ça. Et puis vous n'avez pas à vous en occuper. Tout ce que vous avez à considérer maintenant, c'est qu'il y a une information que vous avez envoyée, et puis au Brésil, là-bas, le serveur, il a reçu cette même information. Vous avez juste ça. Tout le reste est pris en charge ici par les protocoles que j'ai présentés. Ici, en fait, en réalité, sur cette couche-là, t'as le routeur que j'ai pas présenté, mais que je vais présenter un peu après. D'ailleurs, je vais le présenter maintenant. Pourquoi pas. Donc, je vais effacer tout ça. Hop. Je vous ai dit que je vais simplifier énormément les choses pour que vous puissiez comprendre vite fait ce que c'est qu'un routeur. Je vais pas faire un cours sur les routeurs, mais ça va déjà vous donner une très très bonne idée de comment fonctionne un routeur. Je vais faire plusieurs machines. Hop. Encore A, B, C. Et en fait, je vais faire un switch qui va les connecter entre elles. Et là, je vais faire un petit routeur. Je vais appeler R pour routeur. S pour switch. En fait, le routeur, là, ce qu'il va faire, je vais le connecter au switch aussi. Oula. Hop, je vais le connecter au switch. Le routeur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire la jointure, en fait, entre un réseau et un autre. C'est-à-dire qu'on a tous des adresses IP, là, A, B et C, sur ce réseau. Les adresses IP, généralement, locales, sont de la forme 192.168.1. Quelque chose entre 1 et 255. Donc, je vais effacer ce gribouillis là et je vais vous montrer en image parce que dans l'image de la table ERP, il y avait effectivement ça. Voilà, 192.168.1.30, 31, 254, 255. Généralement, 255, c'est l'adresse de broadcast. Voilà. Parce qu'effectivement, il y a une adresse de broadcast aussi en IP. On raisonne en IP à partir de maintenant. On est sur les couches supérieures, on raisonne en IP. Après, c'est la carte réseau qui dira, ok, cette IP-là, je la reconnais, c'est celle de broadcast. Tout simplement. Et sinon, on a le droit de faire du broadcast aussi en IP. Bon, ce qu'on va faire nous là, c'est parler du routeur. Le routeur, en local, en fait, déjà, on a tous des adresses IP qui ressemblent à ça. Avec ces chiffres, ces trois chiffres-là qui sont constants. Bon, on peut y avoir aussi également des adresses locales en 10.0.0. Un chiffre. Et là, par contre, je crois qu'on a ce degré de liberté. On a aussi ce degré de liberté. On peut mettre de 1 à 255. Donc, on peut avoir beaucoup plus d'adresses différentes. Là, avec ce modèle-là, si le 192.168.1 il reste fixe et qu'on peut changer que ça de 1 à 255, bah, vous avez fait le calcul assez rapidement, ça veut juste dire qu'on peut connecter 255 machines, ce qui est normalement largement suffisant. Mais on peut avoir, comme j'ai fait tout à l'heure, plusieurs switches qui représentent plusieurs réseaux locaux qui sont connectés même à plusieurs routeurs, c'est possible. Des routeurs qui font pont entre plusieurs réseaux, c'est possible aussi. Et dans ces cas-là, on se retrouve avec énormément d'adresses IP. Bon, le routeur, en fait, comme il fait du routage, va pas y avoir ce problème de limitation de nombre d'IP, normalement.
Mais avec les switches, oui, ça peut rapidement monter en nombre. Donc maintenant, je vais vous montrer comment est fait ce fameux routage. Déjà, le routage, c'est quoi? Normalement, vous avez remarqué que quand vous communiquez avec Internet, eh bien, vous êtes plusieurs sur votre réseau local. Et pourtant, Internet vous voit tous avec la même IP. C'est-à-dire que, je sais pas si sur l'adresse IP locale vous avez votre sœur, vous avez vos parents, ou même votre téléphone à vous, donc vous avez votre ordi et votre téléphone, et ben vous serez tous, en fait, à partir du moment où vous êtes branchés sur le réseau local, représentés par la même IP aux yeux d'Internet. Et là, vous pouvez vous dire, il y a un problème. Parce que, ok, on a dit une adresse IP correspond à une adresse MAC, les cartes réseau comme ça, elles s'échangent les trames. Donc tel ordinateur sait qu'il parle à tel ordinateur grâce à l'adresse MAC, bon, correspondant à une adresse IP, donc en gros, adresse IP source, adresse IP de destination. Et puis les ordinateurs arrivent sans problème à communiquer comme ça. Donc là, vous vous dites direct, il y a un problème. Si on est plusieurs à se partager une seule IP aux yeux du monde, si je veux contacter Google, comment Google sait qu'il faut envoyer la réponse de ma requête à mon ordinateur et pas à celui de mes parents, par exemple, ou de mon conjoint, en fait de n'importe qui est sur le réseau. Par exemple, si vous êtes sur un réseau local à McDo, vous n'avez pas envie que vos recherches Internet, et bien les serveurs que vous contactez répondent également à tous les autres clients du McDo. Quand vous êtes représenté aux yeux d'Internet par la même IP, celle du McDo. Pour régler ce problème, il y a justement le routeur. En effet, pourrait se passer de routeur et avoir chacun sur le réseau qui a une adresse IP à nous. Mais c'est pas le cas, pour des raisons de simplicité, de modulation. Donc je remets le S, pardon, et le routeur, switch et routeur, là, pour que je connecte. En fait, le routeur, comment il fonctionne? Le routeur, il va voir par exemple C, l'ordinateur C, qui va vouloir communiquer, par exemple à Google. Donc l'ordinateur C envoie en fait un paquet au switch en disant voilà, je veux communiquer à l'adresse de destination qui est celle de Google, l'adresse IP. Par exemple 8888. Ça c'est Google. Et en fait, le switch va voir que, d'ailleurs c'est même pas le switch qui va voir ça, ça va être la carte réseau qui va voir que non, 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 c'est pas possible, ce n'est pas une adresse IP locale. Donc ça, tu peux pas le contacter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va te rediriger vers une adresse IP locale qu'on connaît, celle du routeur, parce que le routeur, lui, va faire la connexion avec Internet. En fait, comment ta carte réseau sait que c'est au routeur qu'il faut filer ça? Et ben en fait, elle sait grâce à, par exemple, si je prends, si je prends ma console et que je tape ipconfig, on peut voir donc la liste des cartes réseau qu'on a. Oula. On peut voir la liste des cartes réseau. Ce qui m'intéresse, c'est la carte réseau Wi-Fi ici, que j'utilise pour l'accès Internet. On voit mon IPv6 là, on s'en fout, c'est pareil que l'IPv4, hein, c'est juste différent, je vais pas expliquer pourquoi. Donc on a mon IP sur le réseau local, donc c'est effectivement 192.168.1.125. Et il y a d'autres machines qui sont représentées par autre chose que .125. Et là, il y a le masque de sous-réseau qui représente en fait simplement les degrés de liberté. 255, c'est qu'il n'y a aucune liberté, 192, ça va rester 192. Et là, par contre, 0, c'est qu'il y a toutes les libertés, donc je peux aller de 1 à 255 sur cette valeur-là. Le masque réseau, l'adresse IP, c'est l'adresse IP, et le masque réseau décrit, en fait, l'étendue des possibilités de l'adresse IP, tout ce qu'elle peut être. Ce masque, en fait, va permettre de déterminer, va permettre en fait à la carte réseau de se dire effectivement 8.8.8.8, c'est pas une adresse possible en local, parce que c'est que ça respecte clairement pas ce masque. Donc ce que ça va faire, c'est que quand ça respecte pas, ça va passer par la passerelle par défaut. Généralement, c'est votre routeur qui est configuré comme passerelle par défaut. Donc là, mon routeur, il a l'adresse IP 192.168.1.1. La carte réseau, quand elle va voir une adresse qui n'est pas une adresse locale, elle va rediriger son paquet en adresse de destination, elle va mettre 192.168.1.1. Ok?
et donc elle va transporter le message, et le message, dedans, en contenu, va y avoir l'adresse IP qu'elle veut contacter. Parce qu'en fait, ça va être des paquets et non des trames. Donc en fait, ça va communiquer par trame, évidemment, hein. Comme j'ai dit, la carte réseau, c'est communiquer que avec des adresses MAC, donc par trame. Mais en fait, les paquets, c'est un ensemble de trames. C'est en fait l'encapsulation. Donc de l'information qui va en fait englober de l'information. C'est comme si par exemple, vous voulez écrire, passer en information un recueil de poèmes. Et bien ce que vous allez faire, c'est que vous pouvez envoyer par la poste les poèmes un par un. Puis la personne qui les reçoit, au final, elle aura tous les poèmes et puis elle pourra recomposer le recueil de poèmes. Là, c'est exactement la même chose, hein, un peu plus compliqué parce que vous pouvez ajouter d'autres informations qui structurent le paquet, comme par exemple, dans la métaphore du poème, l'ordre des poèmes dans le recueil. Dans le recueil de poèmes, peut-être que vous aimeriez les lire dans un certain ordre. Et bien dans ces cas-là, il y aura l'information de l'ordre dans ce paquet des poèmes. Voilà. Et c'est ça l'encapsulation. Et on verra que les paquets, c'est formé de trames. Et les autres protocoles, par exemple TCP, c'est un protocole, je vais l'expliquer après, c'est formé de paquets. Et donc on peut en fait encapsuler des encapsulations comme ça à la manière de poupée russe. Donc ça, c'était la petite parenthèse sur l'encapsulation. De toute façon, ça va être plus clair après, vous allez le voir. Là, tout ce qu'on a besoin de retenir, c'est que quand on a une adresse qui appartient à Internet et qui appartient pas au réseau local, la carte réseau, elle se dit, bon, ok, je vais l'envoyer clairement à cette adresse-là. Je vais l'envoyer à l'adresse de la passerelle par défaut, avec dans l'information du paquet que bah, l'adresse que je souhaite joindre en réalité, c'est 8.8.8.8, et je ne sais pas le faire parce qu'elle n'est pas dans le réseau local. Donc le routeur, lui, qui sait le faire, bah, il va se débrouiller, il va le faire pour moi. Donc là, vous savez tout normalement sur les informations que vous avez dans le ipconfig. J'ai expliqué toutes les informations qu'il y a dedans. Donc, ce que je vais expliquer maintenant, c'est comment fonctionne ce routeur, comment il arrive en fait à avoir C qui le joint pour aller communiquer avec une adresse IP qui est sur l'internet, celle-ci, comment le routeur arrive à contacter effectivement Google en l'occurrence, et lorsqu'il reçoit la réponse, comment il arrive à le rerouter vers C et pas vers B et A. Je vais expliquer comment il fait. Donc, on va faire un zoom sur le routeur. Voici le routeur. Le routeur, il a plusieurs petits ports. Les ports, c'est des ports virtuels, en réalité. Et là, il a des vrais ports physiques où sont branchées les machines. En réalité, non, j'ai vu, je vous ai dit, il est branché à un switch et les machines sont elles-mêmes branchées à un switch. Mais pour simplifier, comme on s'en fout de ce qui se passe dans le switch là, eh ben on va dire que ça passe directement par le switch et on néglige ce qu'il y a dans le switch, on s'en fout. Donc là, on a ordinateur B, hop. Bon, j'ai marqué un D, mais c'est pas grave. On a A et on a C, boum, ici. Alors, j'ai C qui veut communiquer avec le routeur en lui disant voilà, je veux contacter Google, donc 8.8.8.8. Mon adresse IP, de toute façon, tu la connais, en fait, parce qu'elle est contenue, en fait, c'est l'adresse IP source dans le paquet qu'a envoyé C. Forcément, le routeur la connaît. Et le routeur, en fait, va dire ok, je prends ton information, je sais que tu veux l'envoyer à Google. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'envoyer avec mon IP à moi d'Internet, que j'ai exposé à Internet, mais je vais te mettre sur un port virtuel qui a un numéro, par exemple 61 000, on va dire. Donc ce que ça va faire, c'est que il y a une vraie adresse IP, par exemple 87. Blablabla. Donc l'adresse IP, je vais l'appeler R. Je vais l'appeler RIP par exemple, pour IP du routeur, pas rest in peace, hein. Deux points, et là je vais mettre le numéro du port, par exemple 30. Boum. Donc ça veut dire, donc là c'est deux points. Donc RIP, donc l'IP du routeur, 2.30. Donc ça veut dire que on est sur le port 30 de l'IP qu'on voit sur Internet. Donc Google va recevoir les paquets et il va voir que
bah, l'adresse de destination, c'est lui, donc forcément, voilà, il est content, c'est à lui de traiter la requête. On a voulu effectivement lui parler à lui, et il va voir que ça provient de l'adresse IP de notre routeur, mais du port 30. Donc l'information est sortie du port 30, qui est un port purement conceptuel, hein. C'est juste un chiffre qui est en fait une marque, si vous voulez, c'est un marqueur d'où ça provient pour pouvoir ranger les connexions. Le routeur se sert de ça pour ranger les connexions. Parce que si un jour A, il veut aussi envoyer une requête à Google ou à quelqu'un d'autre, eh bien, il va ranger sur un autre port. Par exemple, A, le paquet que A veut émettre, il va émettre de l'adresse du routeur, et par exemple sur 25, sur le port 25. Et en fait, le service, par exemple Google, qu'on veut contacter, eh bien, il va répondre à cette adresse de source. Il y a une adresse source qui lui envoie un message, il va vouloir faire la réponse sur cette même adresse source. Donc là, pour A, il va vouloir répondre sur l'adresse du routeur, évidemment, mais sur le port 25. Par exemple, il est là. Et donc, routeur, il a reçu la réponse sur le port 25, il dit, ah bah ça je sais, c'est moi-même qui ai mis la requête de A sur le port 25. Donc je sais très bien que la réponse, si elle arrive sur le port 25, c'est pour A. Donc il redirige la réponse sur A. Et B et C n'auront pas la réponse de A. Et pareil pour 30, le moment où Google là répond, ou Internet répond à, au routeur, il va répondre sur l'adresse sur d'émission en fait du routeur, qui est l'adresse IP du routeur sur le port 30. En fait, ça va répondre ici. Et comme il avait assigné le port 30 à la machine C, hop, il va être tout content, il va pouvoir évidemment acheminer la réponse sur la machine C et pas une autre. Voilà comment fonctionne le routeur. En réalité, un routeur est capable de d'émettre et de représenter plusieurs IP à la fois sur Internet. Bah, en fait, ce qui va se passer, c'est que généralement pour les réseaux que vous avez à la maison, la box Internet que vous avez à la maison, le routeur possède une seule adresse IP. Vous allez tous être représentés par la même adresse IP. Ok. Donc, cette information-là, de savoir, se souvenir, c'est il a fait une requête sur ce port-là, etc. Eh ben, on le stocke dans une table qui est la table NAT. Ok. On a vu la table ARP, là on voit la table NAT. Et aussi, petite parenthèse, il y a aussi la table CAM, CAM, qui est une table que possèdent les switches, où en fait ça enregistre juste le numéro du port. Vous vous souvenez, on avait les switches, on avait plusieurs ports, des vrais ports, où peuvent se plug hop, les différentes machines. Et en fait, les machines ont des adresses MAC évidemment, hein. Et dès qu'il a l'information de l'adresse MAC de la machine qui s'est branchée parce que la machine a décidé d'émettre une connexion, bah, il sait du coup le switch que, en analysant le paquet, que effectivement l'adresse MAC source est un tel. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va stocker que cette adresse MAC est sur tel port du switch. Donc, par exemple, là j'ai un exemple, il me semble. Ici, table CAM, l'adresse MAC, ici, de cette machine, est stockée sur ce port-là de mon switch. Voilà. Et comme ça, il va pouvoir savoir, par exemple, si on a la machine A ici qui veut contacter la machine B, il va voir, ah, A veut connecter avec cette adresse MAC là, ah bah je sais que c'est sur ce port-là qu'il faut que j'envoie. Parce que je me souviens, par exemple, que l'adresse MAC de destination BBBB, bah, elle est sur ce port-là. Donc j'envoie le paquet que sur mon port ici. Comme ça, c'est là, bah, il n'aura pas le paquet. Voilà. Petite parenthèse sur les switches. Il y a une table qui s'appelle Mac ici. Enfin, moi j'appelle CAM, mais c'est parce qu'en français c'est la table CAM. D'ailleurs, je croyais en anglais aussi. En position de la table CAM, là, il y a marqué. Et en fait, c'est l'association d'adresse MAC avec les ports. Ça, c'est la table ARP que chaque machine possède, et on en a déjà parlé. Et voici la table NAT. La table NAT, c'est pour les routeurs, donc ce que je viens d'expliquer là à l'instant. En fait, on a une adresse IP ici, locale, qui souhaite contacter. Donc, il y a aussi un port, parce qu'en fait, il y a un port, il y a toujours un port sortant, même les machines. Donc, par exemple, ici, là, si je reprendrais, même A et C, ils émettent depuis leur adresse IP, forcément, mais sur un port aussi. Ils ont aussi un système de port, comme le routeur. Voilà. Par exemple, si là, le routeur, il choisit d'émettre sur l'IP qui expose Internet sur le port 30, et ben en fait, il y a fort à parier que C, il avait en fait choisi
de faire sortir sa requête aussi par son port 30. Et le routeur, il va répliquer, il va dire, OK, ça vient de l'adresse de C. Donc par exemple, CIP, l'adresse IP de C, hein, je vais reprendre comme là j'ai fait RIP. Ça vient de CIP, donc l'adresse IP de la machine C, sur le port 30. Et ben moi, je vais émettre sur Internet avec mon adresse IP d'Internet sur le port 30. Voilà. Et puis tout, tu vas rediriger là. Et après, de toute façon, C va avoir les requêtes. Voilà. Donc ça, c'est exactement ça. Le 10.1.1.2 et le 10.1.1.1, ça va être des adresses locales. Donc je vous ai dit, il y a 192.168 machin, mais il y a aussi le 10. Quelque chose, qui sont des adresses locales. Donc c'est des adresses locales. Bon, c'est sur le port, ça va sortir, en fait la connexion va sortir sur le port 1723 là. Et là sur le port 1024. TCP, c'est des protocoles, je vais vous expliquer après. Et donc le routeur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va l'associer à son adresse IP qui est là, qui est son adresse IP d'Internet, 203.0.113.2. On voit que c'est les mêmes pour les deux. Alors pourtant là, on a deux adresses IP différentes, en point 1 et là en point 2. Et bah, Internet, aux yeux d'Internet, ça va être sur la même IP. Mais la connexion, elle va se faire sur ce port-là et elle sur ce port-là. Et à chaque nouvelle connexion que vous faites, ça va être sur un port différent. Comme ça, il va pouvoir rediriger sur la machine correcte. Donc là, Google, ou enfin cette machine-là qui veut le contacter, de l'extérieur, outside, sur ce port-là 23 par exemple, c'est le port qu'on a décidé de contacter sur l'extérieur, et ben cette machine-là va faire ses trucs et puis elle va donner la réponse bah, sur ce même port. Donc par exemple 1723 de routeur. Et là, on dit ah putain 1723, je l'ai stocké dans cette table NAT, ça correspond à cette adresse IP avec ce port-là. Boum, il va renvoyer cette adresse IP sur ce port-là. Il va renvoyer à point 2 et pas à point 1. Donc là, il peut renvoyer par exemple à C et pas renvoyer à A. Parce qu'il a stocké l'information dans cette table NAT. Voilà. Voilà ce que fait le routeur. Maintenant que tout ça est clair, donc normalement si vous avez compris tout ça, vous avez compris en gros que on a plusieurs ordi. On dirait que je me répète, mais là je fais juste la synthèse, hein, parce que vous savez. Plusieurs ordi qui sont connectés à un switch qui organise les connexions, hein, donc il y a des petits ports physiques là pour, mais c'est branché au port, hop. Qui lui a un routeur. Toutes les machines A, B et C reconnaissent comme passerelle par défaut, le routeur. Donc elles peuvent communiquer en local tranquillement entre elles, avec leur adresse IP locale. Dès qu'elles veulent communiquer avec une adresse IP qui n'est pas locale, elles le filent à leur passerelle par défaut, qui est le routeur. Et le routeur, lui, va pouvoir communiquer avec Internet, avec son adresse IP d'Internet en fait. Et puis les réponses seront envoyées, il arrivera à les router correctement vers la bonne machine qui a fait la requête tout simplement. Donc là déjà, vous savez comment cela fonctionne avec la table NAT, l'association, etc. Pareil pour gérer les IP par rapport au Mac avec l'ARP, DHCP. Ok. Normalement, vous avez une idée de comment ça fonctionne. Je rentre pas trop dans les détails, mais déjà, normalement, il n'y a plus rien qui est mystique, quoi. Normalement, j'ai démystifié un peu le fonctionnement de base du réseau. Maintenant qu'on n'a plus besoin de s'occuper de ça et qu'on a démystifié tout ça, pour nous, ça, on admet que ça fonctionne comme ça en background, on va dire, de manière automatique. Donc pour nous, un paquet, c'est simplement adresse IP de source IP, destination IP, l'adresse IP de destination, et un message. Boum, un contenu. Voilà, avec un contenu. Vous avez juste ça à retenir maintenant. Pour tout le reste du cours, ça va juste être notre adresse IP de source, l'adresse IP de destination et un contenu. Et puis l'adresse IP de destination, si elle veut, elle peut nous répondre. Ok? Donc le reste du cours, normalement, va être beaucoup plus simple à suivre. Il ne reste plus grand-chose d'ailleurs. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais vous présenter. Là, on va voir dans les couches. On peut fermer ça d'ailleurs. On a bien compris comment tout ça fonctionne, parce que ça, c'est la dernière étape que dont j'avais pas parlé, c'est le routeur. Maintenant, on va parler des couches hautes. Couche haute, d'abord, on a connexion de bout en bout et contrôle de flux TCP. Donc en fait,
La connexion de bout en bout, c'est justement ce que j'ai dit, on n'a plus qu'à se soucier de l'adresse IP de destination et de la nôtre. Et tout le reste occupé est fait par la couche matérielle, géré par la couche matérielle. Donc il y a deux types globalement de transport. Donc là, on rentre dans une encapsulation supplémentaire. On encapsule des paquets. En fait, la trame, c'est composé de bits, les paquets sont composés de trames, et là, on va faire ce qu'ils appellent là les segments, en fait, qui va être une encapsulation des paquets. On a vraiment des poupées russes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va je vais vous présenter le TCP et l'UDP. Alors, TCP et l'UDP, c'est deux protocoles. Ils marchent de manière assez simple, assez intuitive. Alors, d'un côté, on a l'UDP où il va envoyer effectivement des paquets. Donc, par exemple, là, on a un serveur, un client A qui veut jouer, par exemple. Oui, alors il veut regarder Netflix. Netflix. Donc ça, c'est les serveurs de Netflix. Et en fait, il va dire, oui, je veux regarder tel film. Bon, ok. Il fait la requête, on s'en fout. Il peut la faire en TCP, on s'en fiche de la requête qu'il demande. Et en fait, Netflix, pour lui servir le film, il va lui envoyer des paquets. Il va lui envoyer des paquets à la suite, comme ça. Des paquets UDP. Il va bombarder. Et il va jamais s'assurer de si A a reçu des paquets. Donc il peut y avoir des pertes de paquets. Parce qu'en fait, comme il ne sait pas si A les a bien reçus, si des paquets se perdent dans la nature, parce que souvenez-vous du début du film, le début du cours, c'est simplement des impulsions électriques, la communication réseau, à la base en fait. Jusqu'après, il y a une encapsulation, mais en fait, si vous voulez, là, là, dans notre truc, là, on a des segments qui sont composés de paquets, qui sont composés de trames, qui sont composés de bits, qui sont juste des impulsions électriques. Donc ça peut très bien se perdre. Donc on peut perdre des paquets, en fait. Et si ces paquets sont perdus, bah, ils sont perdus. Avec l'UDP, le principe même de l'UDP, c'est juste on bombarde de paquets, les uns à la suite des autres. Par exemple, pour un flux streaming, c'est ce qu'on fait. Et pour TCP, ça va être pareil que UDP, sauf qu'on va vouloir s'assurer que la personne a bien reçu le paquet. Et si c'est pas le cas, on va le renvoyer. Donc comment on va faire? On a A qui va envoyer à B. Et bien cette fois-ci, on a A qui dit je veux communiquer avec toi. Très bien. Par exemple, je veux recevoir un paquet de toi, par exemple. Il y a B qui dit très bien, j'ai reçu qu'effectivement toi, tu voulais communiquer avec moi, ok? Et dans ces cas-là, on a A qui dit d'accord, j'ai bien reçu l'information. Donc en fait ça, on appelle ça three ways, comme ça, three ways handshake, handshake. Ça veut dire une poignée de main en 3 étapes, littéralement. Donc en fait, à chaque fois qu'une requête est envoyée, eh ben, il y aura cette poignée de main. En fait, on a A qui dit à B, je veux me synchroniser avec toi. B qui dit, j'accepte la synchronisation et je te confirme que j'ai reçu ta demande. Et A qui renvoie encore une fois le, ok, B, j'ai vu que tu as accepté ma synchronisation, tout va bien. Et donc là, en fait, l'avantage, c'est qu'on a une vérification, les deux savent que l'un et l'autre a reçu le paquet. Parce qu'on a A qui, avec la première étape, demande à B, donc c'est ce qui initie, et après on a les deux flèches où en fait chacun leur tour confirme que l'autre a bien reçu le paquet de l'autre. Donc en fait, il peut pas y avoir de perte de paquet. Parce que si par exemple A demande à B quelque chose, et ben si B répond pas, bon il répond pas, A du coup bah, il a pas de réponse, il va renvoyer. Je veux ça. Si B a compris, au bout d'un moment, hein, normalement, ça marche du premier coup, hein, sinon l'UDP ne fonctionnerait pas. Mais là, en TCP, imaginons, ça marche pas, bah, A va renvoyer. Si B comprend, hop, B va renvoyer à A, j'ai compris. Donc si A a effectivement reçu la réponse de B, il va renvoyer à B la confirmation de la réponse. Mais B, peut y avoir ce paquet-là qui est perdu. Là, j'ai fait l'exemple de ce paquet-là qui est perdu. Si ce paquet-là est perdu, alors A va renvoyer jusqu'à ce que ce soit le cas. Si ce paquet-là est perdu, alors dans ces cas-là, A va avoir l'impression également de ne pas avoir de réponse, donc il va réenvoyer.
Et si à l'inverse, et si au contraire c'est vraiment ce dernier paquet-là qui est perdu, dans ces cas-là, c'est B qui n'a pas eu de réponse, et il se dit, bah ok, je vais renvoyer cette flèche-là. Et donc au final, l'échange sera complet quand les trois étapes de la poignée de main seraient effectuées. Et c'est que là où ils sont sûrs et certains qu'il n'y a pas de perte de paquet, que l'information est bel et bien passée. Voilà. Donc en gros, là, c'est A qui demande quelque chose à B. L'information, elle est dans cette flèche-là. Ok. Par exemple, si A demande un document à B, eh bien, il y a A ici sur cette flèche-là qui dit je veux le document. B envoie le document. Et A dit j'ai bien reçu le document. Et tant que B n'a pas confirmation que A a bien reçu le document, eh bien, il va renvoyer le document. Le document, il est là, hein, dans l'histoire. Ok? Le document est là. C'est un exemple, hein, un document. D'accord? Et ouais, effectivement, ça peut perturber toutes ces flèches. Mais en fait, c'est dans la deuxième étape de la poignée de main que l'information demandée est renvoyée. Ok, la première étape, c'est simplement A qui dit bah, je veux un truc. Et s'il voulait pas de truc, il n'a pas de raison de communiquer. Donc là, il dit juste je veux un truc, et B envoie le truc. Et en fait, la troisième flèche, c'est simplement s'assurer, effectivement, que comme ça, B sait que A a bien reçu son truc. Voilà pourquoi il y a trois étapes, en fait. Donc, TCP, vous pouvez vous en douter, est quand même mieux que UDP pour le transfert de données important, mais c'est assez lent parce qu'il y a plein d'échanges pour une seule truc. Donc, UDP, quand lui fait un échange, boum. En fait, quand UDP fait un échange, TCP il en fait deux, il en fait trois, parce qu'en gros, TCP il va demander à chaque fois trois fois. Il va faire la poignée de main à chaque fois. Alors que là, il suffit de dire je veux regarder ce film-là, il le fait une seule fois, et après Netflix il va continuer de bombarder là, comme ça, à l'infini. Voilà. Jusqu'à ce que A donne une requête de oula, non, je veux pas. Ça ne m'intéresse plus. Voilà. Parallèle, en vrai, ce qui se passe, c'est qu'il y a des requêtes de temps en temps qui sont envoyées par A pour dire je suis toujours en train de regarder. Parce que s'il y a pas ça, si Netflix vérifie pas qu'on est toujours en train de regarder, bah, il va renvoyer sur le réseau à l'infini alors qu'on n'est même plus en train de regarder. Mais sinon, voilà, pour l'écrasante majorité des paquets, du coup, on aura un envoi de Netflix vers nous. Alors que dans ce cas-là, eh ben, on a à chaque paquet, nous qui renvoyons une requête, le, le, le le serveur qui nous envoie l'information et nous qui confirmons qu'on a bien reçu l'information. Donc TCP est beaucoup plus lent en réalité. Mais au moins, on s'assure qu'on a bien reçu les paquets. UDP, on peut avoir des pertes de paquets, mais c'est beaucoup plus rapide. Un exemple pour chacun que je pourrais donner, par exemple TCP, c'est bien pour le transfert de fichiers. On n'a pas envie qu'il y ait des trous dans nos fichiers. Donc on a envie d'utiliser le protocole TCP pour que dans l'échange réseau, si on a oublié des éléments du fichier, eh ben on nous les renvoie avant de continuer avec la suite du transfert. Parce que sinon le fichier juste il est corrompu, il fonctionne plus quoi. Donc ça c'est très important. Et l'UDP c'est bien aussi par exemple dans les jeux vidéo. Dans les jeux vidéo, la poignée de main elle serait beaucoup trop longue pour la moindre requête. Si on devait faire une poignée de main, le jeu vidéo il saturerait le réseau et puis on pourrait même pas jouer. Donc tous les jeux instantanés, par exemple League of Legends, on se déplace, notre position, elle est quand même précise et elle est instantanée. Notre position, en fait, on a besoin d'une connexion très rapide, instantanée, où on voit l'ennemi qui lui est aussi sur le réseau en temps réel. Et donc avec la poignée de main, on pourrait pas se permettre ça. Ça veut dire il faut envoyer énormément de paquets. Donc en fait, on le fait en UDP. Oh, ça fait des pertes de réseau, effectivement. Il y a certains paquets qui sont perdus, mais c'est pas si grave. Parce qu'avec tous les paquets qu'il y a, bon, il y en a qui sont perdus, mais pas grave, on envoie quand même la suite. C'est pour ça que quand quelqu'un a une mauvaise connexion, il y a une perte de paquet, le personnage il peut se téléporter. Parce qu'en fait, il a juste eu une connexion qui a vraiment coupé, et donc pendant plusieurs millisecondes, pendant même par exemple 2 secondes, il n'a pas du tout reçu de paquet. Ça peut arriver. Alors qu'avec TCP, ça arrive pas. La personne, elle a pas le personnage qui se téléporte. Là, si c'était en TCP, elle aurait le personnage qui bloque parce qu'il y a une coupure de réseau, et puis quand ça revient, et le personnage se déplacer lentement, tac, 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 parce que justement, il continue le transfert là où il en était. Évidemment, c'est complètement injouable si chacun fait ça avec sa propre connexion réseau sur un jeu comme ça.
Donc c'est géré en UDP. Et s'il y a des pertes, il y a des pertes, c'est pas très grave, hein. Voilà. Donc ces deux protocoles qui ont un fonctionnement bien distinct. C'est très simple sur le principe, hein. Ça reste des paquets qu'on envoie. C'est juste que ça encapsule les paquets bah, pour les gérer, tout simplement. Et en fait, on voit bien que il n'y a rien d'autre à dire sur TCP/UDP, c'est juste ça. Donc c'est assez simple à comprendre. TCP, c'est juste qu'on communique avec une poignée de main à chaque fois pour s'assurer qu'il n'y ait pas de perte. Et UDP, on bombarde. Voilà. Donc ça, c'est pour TCP et UDP. Ensuite, par-dessus ces protocoles-là, on peut construire d'autres protocoles. Parce qu'en fait, TCP, il est utilisé par exemple pour le web. Il est utilisé par exemple aussi pour l'envoi de mails, pour le fait de recevoir des mails. Il est utilisé par exemple pour le transfert de fichiers. Ou alors l'accès distant de fichiers comme un cloud, de consultation par exemple. Ou alors, par exemple, dans un accès de, à des lignes de commande pour accéder à un serveur distant. Voilà, la console d'un serveur distant. Donc, en fait, comme il n'existe que ces deux types de façons de faire, soit vérifier qu'il y a une perte s'il y a une perte de paquet, ou soit ne pas vérifier, c'est tout con, et bien en fait, par-dessus ces protocoles-là, on va en fait les encapsuler et donc construire d'autres protocoles. Ces protocoles-là vont être adaptés à certaines tâches. Par exemple, il y a le protocole HTTP qui est adapté pour le web. Il y a le protocole IMAP, POP, qui est adapté pour recevoir des mails, et il y a SMTP qui est un protocole adapté pour pouvoir émettre des mails. Il y a FTP, que vous connaissez sans doute, qui est adapté pour le transfert de fichiers. FTP, ça veut juste dire File Transfer Protocol. Donc au final, on a des protocoles qui sont construits par-dessus TCP et aussi par-dessus UDP pour pouvoir tout simplement adapter l'information, la structurer mieux en fonction d'un besoin particulier et modifier son comportement. FTP, par exemple, il a un comportement d'ouverture de ports, plusieurs ports en parallèle pour pouvoir améliorer le transfert de fichiers. Donc côté client, c'est donc une particularité qui modifie le comportement, mais qui est resté en fait, chaque connexion se fait en TCP, c'est un fonctionnement TCP. Donc c'est vraiment une encapsulation où on rajoute du comportement. Comme à la même manière au TCP, là, les échanges là de poignées de main, à chaque fois là, c'est des paquets réseau. Donc en fait, c'est juste qu'on a un comportement avec des paquets réseau qu'on manipule. Donc en fait, ça englobe des paquets réseau. Là, on a des paquets réseau, et puis comment il sait que lui, il en est à la deuxième étape et qu'il doit répondre, et ben c'est justement dans le protocole TCP qu'on a des petites cases comme des en-têtes où on précise ce genre d'informations. Et ben là, ça va être exactement pareil pour HTTP, par exemple, on a des en-têtes HTTP et on va préciser des informations. Par exemple, là, si j'ai ça là, je peux très bien prendre cette page web, hop, et aller dans Network, pardon, hop, et Headers, et là on voit ici, attendez, hop, désolé, hein, un peu lent. Là on voit une en-tête response header, donc c'est de l'HTTP, et ça c'est des petites balises HTTP de réponse HTTP dans l'entête. Voilà, tout simplement. Donc, si on recharge la page, on aura plusieurs autres fichiers. Par exemple, je prends le fichier, je, je prends, hop, ouais, je suis dans All. Par exemple, je prends que du HTML. Il est où? Très bien, document. Ok. Donc là, on a une en-tête, on a la request URL, on a la méthode get, on a un status code. Donc ça, c'est 200, ça veut dire que ça a bien été reçu, etc. Remote address, vous voyez l'adresse IP là, distance, et vous voyez le port sur lequel on communique. Donc là, c'est pas de l'HTTP, c'est de l'HTTPS. Usuellement, on le met sur le port 443. On peut mettre sur n'importe quel port, hein. Le port, c'est juste un chiffre, mais on le met sur 443. Parce que comme ça, les navigateurs, ils savent que c'est dans ce port-là, sur ce port-là, et puis on n'a pas besoin de préciser le port ici dans l'adresse URL, hein. Puis on est tranquille. Ok. Donc c'est les ports que j'ai expliqués au niveau du routeur. C'est vraiment ces ports-là. Donc, au niveau des protocoles construits sur TCP et UDP, vous avez ça, effectivement, vous avez HTTP, là c'est HTTPS. En fait, HTTPS, c'est juste
c'est un protocole construit par-dessus HTTP. Donc vous voyez, vous avez HTTPS qui est construit par-dessus HTTP, qui est une encapsulation aussi de TCP, qui est une encapsulation des paquets, qui est une encapsulation des trames, qui est une encapsulation des bits. Voilà, donc c'est vraiment le modèle OSI, j'insiste, c'est vraiment une encapsulation à chaque fois. Et comme ça, on peut s'occuper et se concentrer sur le comportement de, du protocole à une couche donnée. Tout le reste est fait automatiquement avec les protocoles qui tournent. On a vu précédemment, TCP, il a son protocole. Si on fait du HTTP ici, par exemple, dans la couche application, et ben dans ces cas-là, on n'a pas à se préoccuper de l'échange de poignées de main que fait TCP. On sait que elle est faite, et puis elle est faite, quoi. On s'en est occupé en paramétrant le TCP. Donc c'est l'avantage de l'encapsulation. Donc voilà, effectivement, il y a HTTP qui a sa version en HTTPS, donc en encrypté. Il y a par exemple FTP qui a SFTP, donc on rajoute aussi le S. Le S c'est juste pour secure. Donc c'est effectivement qu'on ajoute une encryption pour pouvoir crypter les données. Parce qu'en fait, si on intercepte du HTTP, on peut le voir en clair le message. Alors qu'en secure, en HTTPS, on ne le voit pas en clair. C'est fait avec de la méthode de cryptographie. Je ferai également un cours sur la cryptographie. J'en ferai même plusieurs, parce que c'est quelque chose d'important en cybersécurité. Mais voilà, il faut savoir que dans l'idée, il y a plusieurs protocoles au-dessus de TCP qui sont adaptés à différents besoins. Pareil pour UDP. Par exemple, il y a Google, il a fait son propre protocole. Vous êtes libre, chacun est libre de créer son propre protocole. Généralement, on ne le fait pas, mais les grosses entreprises créent des fois leur propre protocole. Par exemple, pour YouTube, Google a créé son propre protocole, qui est basé sur UDP. D'accord? C'est un protocole UDP. Donc on a encapsulé UDP dans un protocole adapté pour les échanges réseau de YouTube, tout simplement. Voilà. Et après, vous êtes libre de prendre leur protocole. Si leur protocole fonctionne bien, etc., c'est pas rare d'avoir des entreprises qui reprennent des protocoles créés par d'autres entreprises. Donc voilà. On a par exemple Telnet qui est aussi un protocole sur TCP qui est pour le contrôle à distance d'une console d'un PC et sa version sécurisée c'est SSH. Aussi pour les S pour Secure. Donc voilà, on a, on a tout ça qui sont des protocoles. Normalement, bon là c'est la fin du cours là. Vous avez vu l'encapsulation à peu près ce que c'est. Vous avez vu en détail comment fonctionne TCP et UDP. Vous avez vu comment les IP fonctionnent entre elles, notamment avec le routeur. Et vous avez vu comment les cartes réseau fonctionnent entre elles et comment elles s'y retrouvent avec l'adresse IP, notamment comment les adresses IP sont assignées avec le protocole DHCP, comment les cartes réseau connaissent les adresses MAC avec qui communiquer, parce qu'elles savent communiquer qu'avec des adresses MAC au niveau des trames, en fait, par trame, en connaissant l'adresse IP de destination, c'est avec le protocole ARP. Et je vous ai expliqué vite fait comment, en fait, que c'est juste des impulsions électriques, que la carte réseau lit, que cette pièce de hardware là, la carte réseau est littéralement faite juste pour ça. Voilà. Et on a vu comment ça s'agençait avec un commutateur dans le réseau, tout simplement. Après, je pourrais faire plus tard un cours réseau un peu plus détaillé sur la configuration des commutateurs, des routeurs et du réseau d'une manière générale. Les commutateurs, ils sont capables en fait d'isoler plusieurs machines en réseau avec des VLAN. Donc, LAN, c'est juste le réseau local. Et V pour virtual. Donc en fait, il peut faire plusieurs LAN. Où, en fait, il y a plusieurs machines connectées au commutateur. Il choisit par exemple de mettre les trois machines à gauche. Enfin là, j'ai rien. Hop, je peux montrer là. Je vais faire une petite parenthèse très rapide. Vous avez par exemple un commutateur, boum, il y a trois machines là qui sont branchées, il y a trois machines là qui sont branchées. Voilà. On peut avoir ces trois machines là qui sont sur un LAN, un VLAN, ces trois machines là qui sont sur un VLAN. L'avantage c'est que au niveau sécurité, elles peuvent pas communiquer entre elles. Alors que sur le réseau, elles peuvent communiquer avec elles, etc. Ok? Si je fais les petites box, hop, je fais le PC, hop, voilà. Elles peuvent communiquer entre elles, etc. Via le switch, boom, comme ça. Ok? Et les VLAN fait que les deux groupes ne peuvent pas communiquer entre elles. Il y a vraiment une frontière entre les deux. Voilà. Donc il y a ça, vous avez différents services sur le VLAN et que vous pouvez configurer justement pour gérer ça et pour gérer plein d'autres choses. Ok.
pourrez peut-être faire un cours dessus, mais l'important à retenir, déjà là dans le cours, vous avez tout ce qui est important à retenir sur le fonctionnement même des choses. C'est-à-dire que là, vous comprenez comment chaque couche fonctionne, et ce n'est plus de la magie noire normalement. Tout le reste, c'est justement des services pour gérer des trucs utilitaires comme le VLAN, comme des sécurités de port, fermer certains ports, en ouvrir d'autres, analyser des comportements pour éviter des abus, etc. Parce qu'on avait vu, par exemple, pour ARP, on demande à tout le monde qui est l'IP, il peut y avoir un attaquant qui dit moi c'est mon IP alors que le mec il ment, qui empêche un ordinateur de mentir. Et pourtant, l'ordinateur qui a demandé, bah, il le croit sur parole. Donc on a vu que ces protocoles-là, ils sont pas non plus super sécurisés, ARP, DHCP aussi. Donc on peut très bien faire du poisoning sur ARP, sur DHCP. Et il y a plusieurs méthodes de configuration pour pouvoir éviter ce genre de problème. Voilà. Donc le routeur, comme les commutateurs, possède tout un panel de configurations pour pouvoir éviter ce genre de problème. Mais configurations mises à part, vous comprenez exactement comment fonctionne un routeur et exactement comment fonctionne un commutateur. Et comment les adresses MAC sont gérées, comment les adresses IP sont gérées, et globalement toute l'encapsulation des paquets réseau. Donc, normalement, c'est un cours d'introduction là qui est un peu long. Peut-être que je me suis répété un petit peu, mais normalement, vous avez de bonnes bases pour au moins pouvoir aller plus loin en réseau en ayant un contexte euh, qui vous est désormais connu. Voilà. Voilà, c'est la fin. C'est la fin du cours.